Merci. Bonjour à vous. Je dois dire que je suis assez impressionné, non pas par le monde, vous êtes nombreux, c'est formidable, mais surtout par la qualité de vos échanges. Et je me disais qu'il y avait quand même un sacré travail, une sacrée dynamique qui avait été faite au cours de ces 20 dernières années. On parlait de la loi du 2 janvier 2002. J'ai connu les établissements médico-sociaux et les établissements hospitaliers. On ne demandait pas forcément aux patients et aux personnes qui étaient accueillies ce qu'elles voulaient, ce qu'elles désiraient, ce qu'elles vivaient et les difficultés qu'elles rencontraient. On a quand même, dans notre monde médico-social, eu souvent l'habitude de penser à la place des gens et de travailler dans ce milieu en disant un petit peu « je sais ce qui est bien pour toi », hein, pour ne pas dire « j'ai tout fait pour toi, chérie ». Et donc, je trouve que dans la pluralité des questions, des échanges et des témoignages que vous avez eus, balançant entre la théorie et la pratique, balançant aussi entre ce qui est prescrit, ce qui est de la loi et ce qui est de votre volonté associative, de mettre l'éthique parmi les pratiques et de proposer que chacun ouvre un questionnement et puisse échanger sur ce questionnement. Je trouvais ça vraiment magnifique et admirable. La deuxième chose qui m'est venue un petit peu à l'esprit en vous écoutant, c'est que vous êtes dans une des écoles qui met à l'honneur l'éthique relationnelle, l'éthique de la discussion, l'éthique de la relation, l'éthique de la personne et une certaine éthique de l'authenticité. On n'écoute pas la parole des gens n'importe comment pour n'importe quoi. C'est une parole qui permet de prendre des bonnes décisions. C'est une parole qui enrichit le savoir. C'est une parole qui peut déranger. Et ça permet, dans cette prise en compte de la parole, de rendre la parole thérapeutique. C'est-à-dire que la parole joue un rôle dans le contact que nous avons avec les personnes parce que nous sommes dans une éthique de la relation. Ça veut dire que nous ne considérons pas les personnes qui sont avec nous comme des individus, mais bien comme des personnes qui sont en relation. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça veut dire que, et vous l'avez évoqué plusieurs fois, les gens sont des sujets, sont des acteurs, sont éventuellement des partenaires d'une action. Je pense aux ESAT, il y a une activité commerciale et donc ils sont les acteurs d'une activité économique. Ça leur permet d'exister, ça leur permet d'être respectés, de se sentir écoutés, de se sentir dignes, mais ça leur permet aussi de faire partie de la société et d'être membres par appartenance d'un collectif. Et ça, c'est important parce que, vous le savez, en France, on a été un petit peu critiqué par le nombre d'institutions que l'on crée pour les personnes les plus vulnérables et qu'on a souvent, de l'extérieur, dit que ces institutions, eh bien, à force de les protéger, elles les isolaient parfois de la société. Et si l'Europe a pointé le terme désinstitutionnalisation à l'attention du secteur, médico-social notamment, eh bien c'est parce que parfois il s'est un petit peu isolé du reste de la société et il ne s'est pas ouvert, alors bien sûr aux familles, bien sûr aux autres institutions et parfois à la société elle-même, c'est-à-dire que quelque part on aurait pu aussi parler de la parole citoyenne. Reconnaître l'autre comme étant un acteur, c'est lui reconnaître des droits, porteur de droits, c'est lui reconnaître aussi la possibilité d'être informé sur, aujourd'hui il y a une dissolution, sur la vie publique. Et donc ça c'est particulièrement important parce que ce respect de la singularité, il est inscrit dans une société et il évite pour certains, et c'est malheureusement notre pente un petit peu à chacun, de dire « Ah ben j'avais l'habitude de faire comme ça ». Et là,
le questionnement que vous proposez, eh bien, il casse les habitudes, il casse aussi, comme je le disais, cette tendance que l'on a beaucoup d'aller vite et de penser à la place des autres. Alors, le contexte, on l'a rappelé, c'est vrai qu'on est dans une dynamique à la fois qui individualise de plus en plus la prise en charge et puis qui veut mettre de la qualité, qui veut mettre la personne comme acteur de son parcours de soins, de son parcours d'insertion ou de réinsertion sociale. Ça veut dire que s'il y a des normes aujourd'hui, s'il y a des lois qui viennent conforter un petit peu cette approche qui a été enrichie par le fait qu'on dise aussi c'est un parcours de vie, c'est-à-dire que c'est une approche dynamique. On inscrit les gens dans des perspectives, dans un futur, dans un projet de vie. Eh bien, si tous ces éléments-là sont réunis, c'est quand même parce que depuis quelques années, en matière de société comme en matière éthique, on prend de plus en plus en compte la question de la vulnérabilité, la place des relations et notamment de la famille pour les gens, ainsi que la question du soin et de la relation interpersonnelle. Et donc, je crois que dans une société où on s'est de plus en plus interrogé sur les limites de nos dispositifs, rendre compte qu'il y a des gens qui sont fragiles, qu'il y a des gens qui sont en difficulté, c'est particulièrement important. Parce que si on a parlé des sans-voix, on pourrait parler aussi des sans-visages. N'oublions pas que dans la société dans laquelle on vit, nous travaillons, vous travaillez avec parfois des personnes qui sont un peu invisibilisées. Et donc c'est important de témoigner de ce travail que vous faites parce que la société connaît énormément de limites. Les limites, c'est les limites de l'échec scolaire, c'est les limites des maladies chroniques, c'est les limites du non-recours à des prestations. C'est, je le vois en tant que président des Restaurants du Cœur, 20% de la population ne demande pas les aides auxquelles elle pourrait bénéficier. Ça pose quand même un certain nombre de questions dans notre société. Sans doute que le numérique est l'une des raisons qui font que les gens ont du mal à surmonter cette fracture, cette difficulté, mais il y a des tas d'autres raisons qui font qu'on doit changer nos pratiques. On doit changer nos pratiques. Vous en avez beaucoup parlé en termes de démocratie sanitaire, il y a eu un témoignage là-dessus, c'est-à-dire inclure un petit peu plus les personnes dans le colloque singulier, mais aussi les discussions, les débats et les décisions qui sont à prendre. Et puis, c'est leur donner une vraie capacité d'agir, pas simplement à l'intérieur de l'institution, mais à l'extérieur de l'institution. Et là-dessus, moi, j'ai beaucoup apprécié les témoignages où vous invitiez les gens non seulement à parler de leur travail, mais aussi de leur logement et de leurs activités sportives et culturelles. Ça veut dire qu'il y a une prise en charge un peu globale et que si les travailleurs sociaux doivent se mettre un petit peu à la place des autres, c'est toujours sans quitter la leur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait cette juste distance dans les propos et que cela permette aux uns et aux autres de donner du sens à leur pratique. Donc je trouve ça personnellement vraiment intéressant. J'étais en attente de la question de la formation. Elle est intervenue un petit peu tard, on a parlé de Bordeaux. Je crois que ce changement de regard, ce changement de pratique, peut-être de paradigme, puisque l'institution, avant 2002, travaillait peut-être un petit peu pour elle-même, et on lui a redit à cette institution que c'était les personnes qui convoquaient l'institution, et que les personnes étaient au cœur du projet de l'institution. Eh bien, cette façon de travailler, elle nécessite de fait que, ex ante, avant d'être un professionnel, on apprenne quand même les outils. On a écouté un témoignage sur la paire aidance. Je sais que ça n'est pas facile dans certaines équipes d'intégrer des personnes qui, issues du milieu, intéressées
au titre de leur pratique, de leur expérience, viennent parfois un peu chambouler les pratiques ou l'organisation. Et donc, je crois que la question de la formation est particulièrement importante parce que ce changement de regard, eh bien, il bute quand même sur des habitudes et puis parfois aussi sur des difficultés de communiquer quand ce n'est pas parfois la question du partage d'informations. Est-ce que l'information doit être partagée ou pas? Il y a quand même des questions qui se posent. Et ce sont des questions qui vont de plus en plus se poser dans la mesure où, j'évoquais tout à l'heure la place du numérique dans notre société, on va être confronté dans nos organisations à la montée de l'intelligence artificielle. Et donc, il va falloir que la place de l'homme, la place de la parole, eh bien, elle soit préservée, elle soit respectée, elle ne soit pas instrumentalisée. Et là-dessus, je crois qu'il y aura d'autres réflexions qui seront complémentaires et d'autres outils qui devront être mis en place dans la mesure où nous sommes dans une société où le savoir, tel qu'il a été échangé aujourd'hui, le savoir issu de la pratique, issu de l'expérience, il est de plus en plus remplacé par l'information. Et donc, réfléchir à des questions comme celles qui nous ont occupés aujourd'hui, prendre du temps pour les échanges, pour éventuellement des questions, faire aussi de ces questions un objet de recherche, un objet de consultation avec l'avis qui vous a été mis à disposition, eh bien tout ça est important et il faut que ça continue. Ce que personnellement j'ai peut-être un petit peu regretté dans cet avis, c'est ce que j'évoquais un peu d'entrée, c'est que si on évoque la question de la parole dans une société qui a dévalorisé la parole dans les médias n'est plus crédible pour beaucoup. La parole dans les algorithmes qui nous sont proposés dans les réseaux sociaux, vous le savez, avec les fake news, n'est pas forcément une parole qui est vraiment fondée. Il y a dans cette société une interrogation sur ce que disent les gens et ce qui est digne d'intérêt et ce qui est digne de foi. Eh bien, il faut qu'on réhabilite peut-être cette question de la parole, de l'expression, parce que c'est la vie. La parole, c'est quelque chose qui fait exister, c'est quelque chose qui, même si des handicaps sont là pour mettre des freins et parfois inscrire cette parole dans du silence, eh bien, il faut que nous ayons à cœur de continuer à articuler toute cette réflexion autour d'une réflexion, on le disait tout à l'heure, sur la parole, le langage, le discours, le récit, parce que c'est reconnaître l'autre comme étant porteur d'une parole, comme étant porteur d'une vérité. Et cela est très important. Et donc, à mes yeux, il faut qu'on puisse non pas seulement s'appuyer sur les droits, et j'ai quelques critiques par rapport à une société où on ne garantirait les choses que sur la dimension juridique. C'est une approche qui est très contemporaine, c'est une approche qui est très ancrée dans nos sociétés, mais c'est, il faut bien l'avouer, une approche peut-être un petit peu légère, pour ne pas dire mystificatrice. Vous connaissez tous le droit à la santé, le droit au travail, le droit au logement. Si aujourd'hui on considère le droit à la parole comme ces autres droits, eh bien on risque de ne pas faire énormément avancer les choses. Et si on a besoin, pour être entendu, d'avoir en permanence recours au juge, vous avouerez que tout ça me paraît un peu limité. Donc, je trouve qu'il faut que nous puissions réhabiliter la parole comme étant quelque chose qui est nécessaire à nos pratiques, mais qui est nécessaire aussi à la société,
qui est nécessaire à ce que vous évoquez dans les valeurs qui sont celles de votre association, notamment la fraternité. Je crois que la parole est quelque chose d'important qui articule le corps et l'esprit et qui permet d'échanger avec les autres et d'exister dans ce que vous avez mis en valeur, c'est-à-dire à la fois la vie ordinaire, la parole ordinaire, le bavardage, je crois que c'est important, et puis aussi la question de paroles qui sont liées à des moments plus importants, qui sont liés à des décisions. Je terminerai ce propos par quelques souhaits, si vous le permettez. Le premier, c'est qu'il est très important de toujours être à la bonne distance. Quand on parle, eh bien, on s'expose. Et aider, il y avait le mot confiance tout à l'heure qui était évoqué, aider les gens à s'exprimer en confiance, c'est formidable. Il faut qu'en la matière, on ait toujours cette capacité d'étonnement par rapport à la parole, que des gens puissent s'exprimer. Dieu sait si pour certains c'est difficile. Et la parole, elle nous rend responsables. Quand on nous confie quelque chose, eh bien, cette dimension individuelle nous rend responsables et nous rend dans cette obligation de respecter, de faire suite, de donner quelque chose qui soit une réponse à cette parole. Susciter la parole, notamment dans des circonstances difficiles, eh bien, c'est quelque chose qui mérite notre respect. Et puis, il y a une dimension, au-delà de la dimension individuelle, qui est vraiment celle qui, je le sais, a à cœur les responsables de la vie active, c'est la dimension collective. Respecter la parole des personnes, c'est une responsabilité de chaque professionnel, c'est une responsabilité des personnes qui sont concernées, qui sont accompagnées, c'est aussi une responsabilité de l'institution. Et pour cela, je crois qu'il faut saluer l'avis qui a été rendu, le travail qui a été fait, le comité éthique qui est en place et les réflexions qui sont échangées. Et puis une après-midi comme celle-ci qui permet de cadrer un petit peu et d'écouter des témoignages, de s'enrichir les uns et les autres. Et c'est aussi une dimension qui est importante que la dimension collective, parce que on est quand même un petit peu obligé de le dire, il y a parfois une dimension gestionnaire qui prend le dessus. Écouter la parole des personnes avec lesquelles nous travaillons, ça demande du temps. Et ce que l'on dit beaucoup dans le milieu hospitalier notamment, vous le savez, c'est qu'on manque de temps, on doit être efficace, on doit passer d'un patient à l'autre, on n'a pas toujours le temps pour se dire, pour échanger, pour partager. Et donc là, c'est important aussi que ce temps de la parole et ces lieux de la parole soient reconnus comme des choses qui sont importantes dans la vie des personnes qui vivent dans une institution, et que cette parole, elle soit rendue publique, encore une fois, dans une société qui s'interroge à la fois sur son mode d'organisation et qui parfois prend les mots pour la réalité et la fiche de théâtre pour la scène elle-même. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous en vous remerciant de m'avoir invité de cette riche après-midi où j'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous. Bien, merci à vous. Merci, on voudrait remercier encore une fois tous les intervenants à ce colloque, et notamment à Louis Derrien, qui était l'intervenant le plus jeune aujourd'hui, et à sa maman, ainsi qu'à M. Cardon, M. Rucard, M. Ferlin, et tous les autres intervenants.
mais aussi aux membres du comité de réflexion éthique de la vie active qui ont œuvré et qui ont permis finalement à aboutir à ce colloque et à cette réflexion commune aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la diffusion de ce colloque. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous.